Vous disposez d'environ 130 millions de dollars. Que feriez-vous d'une telle fortune? Envisageriez-vous un voyage dans l'espace ou préféreriez-vous acquérir une île? Il existe bien des manières de dépenser une telle somme, mais un investisseur anonyme a choisi de l'utiliser pour édifier une extravagante cité sous-marine. Le projet n'est pas encore achevé, mais de nombreuses personnes œuvrent à le concrétiser. Si tout se déroule comme prévu, vivre sous les mers pourrait, dans un avenir proche, devenir une réalité. Au siècle dernier, une carrière de calcaire se trouvait à proximité de la frontière galloise, au Royaume-Uni. Elle fut inondée dans les années 90, formant un lac profond de 80 mètres. Aujourd'hui, un vaste chantier de construction l'entoure. Des camions y acheminent des matériaux tandis que des ouvriers en combinaison y assemblent d'imposants modules, semblables à de gigantesques sous-marins futuristes. Ces structures, appelées sentinelles, constitueront les édifices d'une petite ville sous-marine. Les ingénieurs conçoivent des matériaux en acier inoxydable à haute résistance, capables de supporter une immersion allant jusqu'à 200 mètres de profondeur. C'est la limite supérieure de la zone crépusculaire, un espace où la lumière solaire pénètre à peine. De grands calmars ainsi que d'autres créatures mystérieuses y évoluent. Imaginez-vous dans une chambre d'hôtel immergée, ouvrant les yeux pour découvrir un calmar géant vous fixant dans l'ombre. Ou pire encore, un œil immense vous scrutant au réveil. Ce genre de scène pourrait devenir réalité si les sentinelles venaient à être installées avec succès dans les abysses. Mais revenons à notre chantier lacustre. Ce projet se nomme Deep. Son ambition, rendre la vie sous-marine aussi agréable que possible. À l'intérieur des modules résidentiels, les équipes aménagent des chambres, des cuisines, des salles de bain, ainsi que de larges hublots d'observation. L'accès s'effectuera à bord de petits submersibles. Toutefois, cela n'a rien d'aussi simple qu'une course en taxi. Pour vivre sous l'eau, il faut suivre un entraînement rigoureux sous la supervision d'instructeurs qualifiés et s'exercer dans des simulateurs de vie subaquatique. Le coût de la vie y sera probablement exorbitant, mais cela devrait en valoir la peine. Au moins, on y mangera bien. Un chef cuisinier élaborera un menu dédié et les aliments seront conditionnés dans des sachets hermétiques afin d'en préserver les arômes et les nutriments. L'ensemble est prometteur, mais une question demeure. Qui finance cette entreprise? Le mystère reste entier. Le projet Deep est soutenu par un mécène inconnu, qui a déjà investi plus de 100 millions de dollars. Il convient de noter que cette initiative n'est pas la première du genre en matière d'habitat sous-marin. Ainsi, en 1962, Jacques-Yves Cousteau, célèbre explorateur et plongeur, inaugura la maison subaquatique Conshelf 1. Il s'agissait d'un cylindre en acier installé à 10 mètres de profondeur dans lequel 2 plongeurs vécurent durant une semaine. En 1970, plusieurs femmes passèrent également 14 jours immergées dans les Caraïbes, à une profondeur d'environ 15 mètres. L'objectif de cette expérience était d'étudier la psychologie humaine dans un environnement exigu, comparable à celui d'un vaisseau spatial. Sans grande surprise, ce projet fut en partie soutenu par la NASA. Des baies vitrées tournées vers la faune marine, une cuisine raffinée, des festivités sous-marines et l'isolement loin de toute civilisation. Tout cela paraît séduisant. Mais si l'on met un instant de côté ces attraits ludiques, existe-t-il un intérêt véritable? Absolument. L'exploration des profondeurs océaniques. Nombre de biologistes marins estiment que l'exploration des océans est plus efficace lorsqu'elle s'effectue de l'intérieur. La plongée, en effet, présente des limites. Nos contraintes physiologiques restreignent le temps passé sous l'eau à environ 90 minutes. Des cités sous-marines offriraient la possibilité d'y séjourner durant des mois entiers. Mais l'enjeu demeure l'observation prolongée de la vie marine dans son milieu naturel. Au milieu des années 90, des chercheurs ayant entrepris l'étude du développement et de l'alimentation des coraux les avaient transférés en laboratoire. Ils constatèrent que les réactions des coraux variaient considérablement selon qu'ils évoluaient en environnement artificiel ou en pleine mer. Leur comportement en captivité différait nettement de celui observé dans leur habitat naturel. De telles cités sous-marines pourraient également représenter une aubaine pour les archéologues spécialisés dans l'étude des épaves englouties à travers l'histoire. Par ailleurs, elles pourraient jouer un rôle crucial face aux catastrophes naturelles. En cas de séisme, de tsunami ou d'éruption volcanique, ingénieurs et scientifiques pourraient concevoir des refuges aquatiques, à l'image du projet Subbiosphère 2. Ces structures circulaires, capables de s'immerger, offriraient un abri temporaire à 50 voire 100 personnes, leur permettant de survivre en toute sécurité à distance du danger.
Les villes sous-marines pourraient constituer une réponse prometteuse aux problèmes de surpopulation, mais elles ne sont pas sans inconvénients. Les océans subissent déjà les effets de nos pollutions. Que se passerait-il si nous nous y établissions? Étudier la vie marine en laboratoire est une chose, ériger des complexes touristiques en est une autre. L'un de ces établissements, le Water Discus, sera implanté à une profondeur maximale de 11 mètres. Il comprendra 21 chambres ainsi qu'un restaurant offrant une vue imprenable sur les récifs coralliens. Si le séjour semble agréable, certains spécialistes redoutent qu'une présence prolongée n'ait des effets néfastes sur la santé, en raison d'un manque d'exposition au soleil. Cela dit, y passer une petite semaine pourrait s'avérer instructif. Le principal défi que pose la conception de laboratoires, d'hôtels ou d'abris sous-marins réside dans la mise en place de systèmes fiables de survie et de sécurité. Il est impératif de maintenir des conditions d'air, d'humidité et de température aussi confortables que possible pour les occupants. Or, cela exige une quantité d'énergie considérable. Aujourd'hui, tous les édifices sous-marins modernes dépendent encore de sources d'énergie situées en surface. Cependant, les scientifiques ambitionnent de rendre les installations futures complètement autonomes, en exploitant l'énergie cinétique des vagues et des panneaux solaires à haut rendement. Il est également essentiel d'adopter une architecture adaptée pour ces structures. Au lieu de recouvrir toute une cité subaquatique d'une immense coupole, il est bien plus judicieux de concevoir un ensemble de grands modules d'habitation. Ceux-ci doivent être conçus à partir d'acier, de verre et d'un ciment spécifique. Par ailleurs, la profondeur ne devrait pas excéder 300 mètres. Au-delà, la pression de l'eau imposerait des parois beaucoup plus épaisses. Pour acheminer et positionner ces modules résidentiels en toute sécurité, les ingénieurs ont recours à des caissons de ballast. Il s'agit de vastes réservoirs remplis d'eau servant à entraîner les structures vers le fond marin. Une fois les modules installés, l'eau peut être évacuée puis remplacée par de l'air, ce qui permet à l'habitation de remonter à la surface. Et qu'en est-il de l'air frais? Les poissons, eux, extraient l'oxygène de l'eau grâce à leurs branchies, mais ce procédé n'est évidemment pas envisageable pour les humains. Il faut donc acheminer de l'air depuis la surface. Celui-ci peut être diffusé dans la ville, puis combiné à une substance spécifique, le sodasorbe, qui réagit avec le dioxyde de carbone afin de l'éliminer. L'idéal serait de pouvoir produire de l'oxygène directement dans les villes sous-marines, sans dépendre de sources extérieures. Pour cela, il faudrait aménager des fermes peuplées de plantes capables de photosynthèse. Toutefois, ces végétaux devraient alors se contenter d'une lumière artificielle en lieu et place du soleil. Si l'on envisage une autonomie totale, les habitants pourraient s'approvisionner directement dans l'océan. Il suffirait d'enfiler équipements de plongée, masques et bouteilles d'oxygène, puis de sortir par un sas étanche. À l'aide de harpons et de filets, il serait alors possible de capturer son repas. Attention toutefois à surveiller ses réserves d'oxygène et à ne pas trop s'éloigner. Frire son poisson à la poêle est à éviter, car les odeurs seraient envahissantes. Dans un habitat sous-marin, l'air, confiné comme dans une cabine d'avion, ne se renouvelle pas facilement, ce qui accentue les émanations. Peut-être qu'un jour, des espaces de cuisson spécifiques verront le jour. Mais en attendant, il faudra se contenter d'aliments en conserve ou déshydratés. Envie de bouger un peu? Faites une promenade sous-marine. Au lieu d'une bouteille, vous pouvez utiliser un tuyau reliant votre masque à une réserve d'air dans votre logement. Mais attention, votre exploration sera limitée. La longueur du tuyau impose une distance à ne pas dépasser. Air, alimentation, structure sûre et l'eau potable. À l'avenir, des filtres intégrés à ces hôtels pourraient nous permettre de dessaler l'eau de mer. Cette ressource pourrait aussi provenir de la condensation formée dans l'habitat, ou même des sécrétions humaines. Cela peut surprendre, mais les astronautes, par exemple, utilisent depuis longtemps des dispositifs capables de recycler leur fluide en eau potable.